Ok, bienvenue à notre formation de changement, comment transformer l'inquiétude en opportunité. Donc, je vais commencer tout de suite une petite vidéo qui explique un peu ce qu'on pourrait vivre lorsque nous entendons le mot changement. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Je suis d'accord avec vous. Cela semble incertain pour nous tous. Quelles opportunités y voyez-vous pour nous? Nous savons que l'industrie continuera d'évoluer rapidement. Que devrions-nous faire? Je sais, ça m'a surpris aussi. J'aime vos idées cependant. Quoi d'autre? Et si on essayait ceci? Être confiant. Genre, je peux faire ça? Comme si quelqu'un aérait la pièce. Prêt pour le changement. Ok. Lorsque nous parlons de la formation, il y a vraiment deux parties importantes. La première partie, c'est déjà en tant que personne, en tant que collaborateur au sein de la société, qu'on soit manager, leader ou collaborateur, nous allons faire partie du changement. Donc, la première partie, c'est comment aider nous-mêmes et d'autres personnes à faire partie ou être partie prenante du changement. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est vraiment, en tant que leader, comment conduire notre équipe dans le changement. Et donc, ce qui est important par rapport à ça, c'est que la première partie est une partie de la formation qui pourrait être déployée pour n'importe quel collaborateur qui est impacté par les changements. La deuxième partie, c'est uniquement pour les leaders. Donc, on va faire une première partie. Tout le monde peut, encore une fois, utiliser des outils, réfléchir par rapport à un changement important. Mais la deuxième partie, c'est vraiment pour les leaders qui ont besoin de mettre leurs équipes en mouvement par rapport à un changement. OK. Donc, on va commencer avec la première partie, être partie prenante du changement. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles par rapport au changement. En tant qu'être humain, nous sommes programmés de réagir. Au niveau de l'évolution de l'être humain, on était en permanence face au changement qui mettait notre survie en jeu, qui voulait dire qu'on a appris à agir rapidement par rapport au changement. Et puis, on a des grandes capacités d'adaptation. Donc, le changement en soi n'est pas quelque chose d'insurmontable pour nous en tant qu'être humain. Ceci étant dit, c'est vrai que la plupart des personnes, lorsqu'ils entendent un changement qui a été évoqué par d'autres personnes, vont plutôt avoir des sentiments d'inquiétude par rapport aux impacts de ce changement sur eux-mêmes à titre personnel. Donc, bien que on est tous programmés, on a les capacités d'adapter, il faut savoir que normalement, un changement annoncé par d'autres personnes va quand même créer de l'appréhension. Et donc, on a en effet 5 réactions courantes. Pour certains changements, effectivement, on va avancer tout de suite. Nous allons foncer dans l'action. Donc, il y a quelque chose de très positif. Mais quand vous regardez les 4 autres, c'est plutôt des réactions d'attente, voire de résistance par rapport au changement. On peut essayer de minimiser le changement, c'est-à-dire on change le moins possible. Donc, quelque part, on ne veut pas être vu comme quelqu'un qui est en train de résister à un changement, mais on n'est pas du tout engagé vis-à-vis de ce changement. On peut aussi avoir évidemment une réaction d'attendre. Et pour beaucoup de personnes au sein de la société, c'est la réaction la plus courante, car on sait qu'il y a beaucoup de changements. Il y a certains changements où on va jusqu'au bout, mais il y en a pas mal qu'au bout d'un mois, 2 mois, le changement, ça part. Et puis, on n'en parle plus. Donc, attendre, c'est aussi un moyen pour les personnes de gérer leur temps et leur énergie pour ne pas, entre guillemets, perdre du temps et de l'énergie sur quelque chose qui ne va pas aller jusqu'au bout. Et puis, effectivement, on a 2 autres réactions qui peuvent résister. Et donc là, on parle
haut et fort que ce n'est pas une bonne idée, et donc nous résistons et on essaie de convaincre d'autres personnes de résister, ou sinon tout simplement on décide que nous ne faisons pas partie de ce changement, nous ne souhaitons pas, et donc soit on va partir physiquement, soit on reste, mais mentalement, nous ne nous engageons pas ni vis-à-vis du changement, même peut-être vis-à-vis de notre travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous lorsqu'on est en train de regarder le changement, c'est de se dire, OK, c'est vrai que pour certains changements et pour certaines personnes, on va avoir des gens que dès que j'annonce un changement, la personne a envie d'avancer. Et moi-même, la plupart du temps, quand j'entends quelqu'un d'autre qui annonce un changement, il y a des moments où j'aurais envie d'avancer, mais quand même, il y a beaucoup de réactions qui ne sont pas forcément des réactions qui font en sorte qu'on est dans l'engagement vis-à-vis du changement. Et évidemment, en tant que leader, il n'est pas du tout une bonne idée d'essayer de mener des équipes à travers un changement si nous-mêmes, nous ne sommes pas encore engagés vis-à-vis de ce changement. Pourtant, on sait surtout dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, que souvent les changements sont communiqués très rapidement et on demande aux managers de se mettre en mouvement carrément tout de suite, avant qu'eux-mêmes, ils ont tout le temps de décider si eux-mêmes, ils sont vraiment engagés ou pas, ou même s'ils ont compris pourquoi il faut mettre en place ce changement ou pas. Donc, on essaie de donner les outils et une méthodologie pour aider les managers aussi à devenir engagés vis-à-vis un changement aussi rapidement que possible. OK. Okay. Donc, par rapport à toutes ces différentes réactions, effectivement, on a des cartes de réaction, on a du contenu qui explique les avantages et éventuellement les conséquences négatives de chaque type de réaction. Et c'est extrêmement important car en soi, les réactions sont ni positives ni négatives dans l'absolu. Chaque réaction pourrait être tout à fait appropriée par rapport à la situation. Par exemple, s'il y a un feu et on est à l'intérieur d'un immeuble et on sait qu'on a besoin de sortir, bien, évidemment, on va avoir une réaction d'avancer, d'accepter tout de suite. Après, s'il fait nuit et on est au bord d'un précipice et qu'on ne voit pas bien, bien, avancer pour faire en sorte qu'on tombe. Donc ça, c'est deux exemples un peu extrêmes, mais qui montrent que la même réaction peut être soit très positive, soit très négative par rapport au contexte. Et c'est la même chose pour tous les autres. Donc, l'idée n'est pas d'avoir un jugement par rapport à ces différentes réactions, mais de les comprendre et d'être capable de se poser la question, est-ce que ma réaction est appropriée par rapport au contexte ou pas, pour me permettre d'avancer par rapport à la situation en question. Okay? Donc, il y a des fois où attendre est tout à fait nécessaire si on n'a pas assez d'informations. Les plans d'action ne sont pas clairs, les objectifs ne sont pas clairs. Peut-être qu'il vaut mieux attendre pour qu'il y ait plus de clarté avant de commencer le changement, s'il n'y a pas un enjeu de résultats immédiats ou de risques immédiats. Donc, comme je vous ai dit, normalement, ce que nous souhaitons faire, je vais vous demander de le faire, c'est de choisir un changement. Et c'est quelque chose qui pourrait être au niveau de votre travail et on espère que ce soit un changement actuel. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà mis en place et que vous êtes soit déjà en train de le faire ou sinon dans un futur proche. Et on espère que ce soit un changement où il ne faut pas juste 2 jours pour le faire ou 1 jour pour le faire. Donc, si c'est une question de, par exemple, juste changer votre téléphone, c'est un changement qui n'est peut-être pas assez important pour vraiment réfléchir dessus. Et si vous êtes un leader, ben on veut évidemment que vous choisissez un changement que vous allez mettre en place au sein de vos équipes. Okay? Donc, je vais vous laisser juste une minute pour réfléchir à ce changement avant qu'on rentre dans les détails de la première partie, qui est comment faire pour être partie prenante d'un changement. Évidemment, si c'est vous-même qui avez choisi le changement, 9 fois sur 10, vous allez être partie prenante du changement, sauf si parce que vous n'avez pas de choix. Et encore, voici quelques exemples. Ça peut être qu'il y a une restructuration ou il y a une fusion. Vous pourriez avoir, comme je vous ai, une nouvelle technologie sur le lieu de travail. Peut-être qu'il y a un nouveau leader, ou peut-être vous-même, vous êtes un nouveau leader. Peut-être que vous allez travailler beaucoup plus au niveau hybride, au niveau de votre environnement, ou peut-être les gens reviennent au travail, ou peut-être plus de travail à distance. Vous êtes en train d'ajouter quelqu'un au sein de votre équipe, ou changer les rôles et les responsabilités au sein de l'équipe. Ou effectivement, il y a peut-être une politique ou un règlement que vous avez besoin de mettre à jour ou changer. Tout ça peut être des bons exemples de changements sur lesquels nous souhaitons travailler par la suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est en effet, je vais vous montrer une vidéo. Et la vidéo va montrer les 4 zones du changement
par rapport au modèle de Franklin Covey. Maintenant, il y a beaucoup de modèles de changement. Franklin Covey a développé notre propre modèle. Ce que je souhaite, lorsque vous regardez la vidéo, c'est de vous poser la question, où est-ce que je suis moi-même, à titre individuel, par rapport au changement que j'ai besoin de mettre en place. Le monde est plein de changements. Certains changements se passent plutôt bien, peut-être même très bien. D'autres, pas tellement. La plupart se situent quelque part entre les deux. Bien que chaque changement soit unique, tout changement suit un schéma prévisible. Ce schéma s'appelle le modèle du changement. Il montre ce que vivent les individus et les organisations en période de changement. Et il vous aide à comprendre où vous vous situez et ce qu'il faut faire ensuite pour transformer l'incertitude du changement en opportunité. Voilà comment cela fonctionne. La ligne de gauche, ce sont les résultats. Les finances, la productivité, la satisfaction personnelle, quel que soit le résultat souhaité. La ligne qui va de gauche à droite, c'est le temps. Il est divisé en 4 zones. La première, la zone de statu quo, est l'endroit où vous trouviez avant le changement. Ici, vous vous sentez plutôt à l'aise. Tout se passe comme d'habitude. Puis, le changement se produit. Peut-être que cela vient de quelqu'un d'autre, ou peut-être de quelque chose hors de votre contrôle. Peut-être que vous avez choisi le changement. Peu importe ce qu'il a causé. Le changement vous pousse du statu quo dans la zone de rupture. Ici, les résultats commencent à souffrir. Parce que tous les changements réécrivent les règles du jeu. La zone de rupture est au mieux inconfortable et au pire carrément misérable. Alors, qu'est-ce qui vous aide à sortir de la zone de rupture? Vous le faites. Si vous résistez, ignorez ou ne comprenez tout simplement pas le changement, il y a de fortes chances que vous restiez dans la zone de rupture. Jusqu'à ce que vous voyez ce qui change et pourquoi. Communiquer avec les autres pour clarifier le quoi et le pourquoi vous aide à décider de ce que vous allez faire. Et décider est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous décidez, cela devient votre changement. Une fois passé le point de décision, vous entrez dans la zone d'adoption où vous vous adaptez aux nouvelles règles du changement. Vous devrez arrêter de faire certaines choses et vous devrez commencer à en faire d'autres. Dans le modèle du changement, la ligne est belle et lisse. En réalité, cela ressemble beaucoup plus à ceci. La zone d'adoption est l'endroit où la plupart des changements échouent. Parce que les revers et les erreurs peuvent vous faire sentir submergé, confus, frustré. Mais revoyez le point de décision. Vos propres raisons de continuer à travailler à travers le changement. Et vous pourriez alors vous sentir optimiste, motivé, prêt à persévérer. Vous pourriez ressentir toutes ces choses, peut-être même en une seule journée. Lorsque vous commencez à obtenir les résultats que vous voulez et que votre énergie passe de l'adaptation à la réussite, vous entrez dans la zone d'innovation. Là, vous vous sentez revigoré. Vous explorez de nouvelles opportunités. Peut-être même des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Parce que le changement n'est pas qu'une question de résultats, il s'agit de créer de nouvelles possibilités. Mais certains changements n'atteignent jamais tout à fait la zone d'innovation. Au lieu de cela, ils s'essoufflent et se réinstallent dans le statu quo. Ou pire, ils ne sortent jamais de rupture. Lorsque cela se produit, le changement vous a coûté sans vous offrir aucun bénéfice. Alors, apprenez le modèle du changement. Utilisez-le au travail, à la maison, pour vous-même ou votre équipe. Partout, vous pouvez transformer le changement à votre avantage. OK, donc juste pour résumer, donc on a les 4 zones. Alors, le statu quo, c'est avant que le changement soit vraiment mis en place. On est peut-être en train de réfléchir à la question. On a peut-être identifié les situations que nous avons besoin de changer, mais nous n'avons pas encore annoncé à nos équipes ou nous-mêmes, nous n'avons pas encore commencé à mettre en place des actions pour faire en sorte que le changement commence à devenir réalité. Okay. Ensuite, la zone de rupture, c'est lorsque nous avons déjà annoncé le changement et on a besoin d'arrêter de faire certaines choses qu'on sait faire bien, mais on n'a pas encore forcément vraiment commencer à mettre en place le changement par rapport à ce qu'on souhaite faire pour développer
de la performance. Et d'ailleurs, dans la zone de rupture, le changement a été annoncé. Ça a peut-être impacté notre situation, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas encore convaincus que ce soit une bonne chose. Et donc, nous n'avons pas encore commencé à mettre en place des actions pour essayer d'améliorer la situation. Donc là, il y a le point de décision qui est le moment où je passe de OK, il y a un changement qu'on veut que je mette en place, ou même moi-même, j'ai besoin de faire un changement, à un moment où je commence à carrément mettre en place des actions. Donc ça, c'est la zone d'adaptation. Et comme on a vu adoption, on a vu souvent que, et même, ce n'est pas linéaire non plus, on peut passer à une zone d'adoption, qu'on peut commencer à mettre en place des actions qui ne marchent pas, qui fait en sorte qu'on revienne dans la zone de la rupture. Car on a finalement mis en cause la décision que nous avons prise de faire quelque chose. Okay? Donc, ce n'est pas uniquement que l'adoption pour quelque chose qui n'est pas linéaire comme le Jolly Corp, ça pourrait aussi même revenir en arrière. Donc, c'est ça qui est le vrai travail de gestion du changement, comment faire pour continuer à rester à droite du point de décision et continuer à mettre en place des actions lorsque les résultats ne sont pas là, qui est normalement le cas. Et comme vous voyez en bas, on a besoin de persévérer par rapport à ça. Et si on a un changement qu'on a vraiment bien planifié et organisé, et puis quelque part, peut-être le contexte reste favorable, on peut commencer à avoir des résultats positifs, et c'est là où on peut passer à la zone d'innovation, qui veut dire qu'on va vraiment regarder même d'autres situations, d'autres contextes dans lesquels ce changement pourrait être utile. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est regarder rapidement ce qu'il faut faire à titre individuel. Là, encore une fois, on n'est pas en train de regarder notre rôle en tant que leader, c'est vraiment à titre individuel, qu'est-ce que j'ai besoin de faire par rapport à chaque zone pour que je puisse passer la zone aussi rapidement que possible. Car à la fin de la journée, l'objectif par rapport au corps que vous voyez sur l'écran, c'est de faire en sorte que ça diminue aussi peu que possible et qu'on arrive à la partie adoption aussi rapidement que possible. Donc, vous voyez, il y a les deux choses. Il y a les résultats qui peuvent beaucoup baisser, voire on peut avoir plus de résultats du tout lorsqu'on rentre dans la partie rupture. Et puis, la deuxième chose, on voit que le temps entre les clarifier et persévérer jusqu'au moment qu'on arrive à l'explorer peut être plus ou moins long. Maintenant, ce qui est très important, et ça a été déjà expliqué pendant la vidéo, est au moment qu'on est dans la partie clarifie et adoption, nous n'avons pas encore créé la valeur par rapport au changement et pourtant, on a des coûts. Donc, si on n'arrive pas à passer de la partie statu quo jusqu'à la partie innovation, puis ce changement est une perte de temps et de l'énergie pour nous-mêmes, et puis s'il y a d'autres personnes impliquées, pour eux aussi, qui peut faire en sorte qu'ils deviennent même plus sceptiques par rapport au prochain changement qu'on souhaite mettre en place. Et nous-mêmes, c'est le même impact. Donc, notre capacité à bien gérer le changement a un impact par rapport au changement actuel, mais aussi sur les attitudes des personnes avec qui on travaille ou les personnes avec qui on met en place nos projets perso par rapport au changement qui suit. Alors, donc, vous voyez les zones de statu quo. Donc là, effectivement, on n'a pas encore annoncé le changement, on n'a pas encore décidé de faire, mais on est en train de regarder pourquoi on a besoin de faire le changement. Et dans certains cas, c'est nous-mêmes qui avons fait le constat et qui ont décidé qu'il y a des choses qui ne vont pas, soit au niveau de notre situation professionnelle ou notre situation personnelle, ou sinon, il y a des opportunités à saisir qui pourraient faire en sorte qu'on peut améliorer nos résultats, mais qui nous obligent de faire des choses qu'on n'a pas fait avant. Donc, par rapport à ça, il y a des super bons exemples par rapport à ce que nous pourrions faire pour nous préparer et préparer nos équipes. Une chose de très importante, c'est de scanner les tendances, les modèles, les plans. Et quand je parle de modèles ou plans, évidemment, les plans, ça peut être les plans stratégiques de la société. Donc, même en tant que collaborateur, si je ne suis pas forcément manager qui va mettre en place des changements, je devrais être autant que possible au compte de ce que la société souhaite faire au niveau évolution, au niveau des technologies qu'il veut mettre en place. Ça peut être aussi, éventuellement, de regarder ce qui se passe au niveau de notre secteur pour voir des évolutions. Et puis, d'être au courant de ce qui se passe chez nos clients, parce que c'est souvent nos clients qui nous poussent à changer. Okay? Une deuxième partie qui est très importante, c'est d'interroger d'autres personnes pour demander ce qu'ils voient comme tendance au modèle ou plan, d'être autant que possible au courant de comment les autres personnes voient le monde dans lequel vous êtes et de voir s'il y a des choses qui ont besoin de changer. Et puis, évidemment, il y a une partie agir pour mieux vous organiser. Au moment que vous voyez des tendances ou des choses qui pourraient être mises en place par la suite, c'est en effet de vous préparer avec les informations, comprendre le contexte autant que possible, parler avec les gens qui sont au courant de tout ça, pour vous préparer à mettre en place
des changements, que ce soit à titre individuel ou collectivement parlant. OK. Et là, on a en effet la zone qui est, pour la plupart des personnes, la zone la plus compliquée, qui est effectivement la zone de rupture. Et c'est cette notion de clarifier. Donc, en effet, souvent, ce qui est compliqué avec la zone de rupture, c'est qu'à la fois, on est en train de mettre en place un changement et on va avoir des résultats en baisse. Et ça, c'est important pour nous d'accepter que lorsque nous mettons en place des changements importants, il est normal, il est même presque toujours le cas, que l'équipe va être moins performante. Donc, ça va avoir un double impact. Déjà, on est en train de mettre en place quelque chose de nouveau qui pourrait faire en sorte qu'on n'est pas aussi performant à titre individuel, mais ça peut aussi mettre un stress parce que tout à coup, nos résultats ne sont pas au même niveau qu'ils étaient avant. Donc, déjà, je fais quelque chose que je ne sais pas faire. Et plus je regarde les résultats de l'équipe et puis de moi-même, et les résultats ne sont pas là. Donc, c'est important que, effectivement, on se donne le droit et on a besoin de se dire, ben, le temps de travail va souvent augmenter de façon très importante par rapport à ce qu'on a fait autrefois. Et on va avoir plus d'erreurs. Et puis, évidemment, on va avoir éventuellement plus de plaintes de nos clientes internes ou externes. Et puis que ça peut avoir un impact négatif sur la confiance que les autres ont envers nous. Et c'est important de garder ça en tête pour qu'on puisse aider nos collaborateurs et nous-mêmes de gérer ça, parce que ce n'est pas facile. Hein. Souvent, on va dire, ah, les gens sont en résistance, ils ne travaillent pas bien. Et ça peut être, ils sont tout à fait en train de réfléchir à la question. Ils n'ont pas forcément décidé de rester encore, mais ils voient que les choses ne marchent pas super bien, qu'effectivement, on a des problèmes et qu'on n'a pas encore, effectivement, passé le point de dire que c'est vraiment une bonne chose. Donc là, ce qui est extrêmement important, et c'est un exercice qu'on fait avec les équipes et même à titre individuel, c'est de vraiment se centrer sur ce que nous pourrions contrôler nous-mêmes. Donc, par exemple, si on utilise l'exemple d'une société qui décide de mettre en place plusieurs logiciels ERP pour nous aider à gérer notre activité, ben, le fait que les logiciels sont complexes, nous ne pouvons rien faire par rapport à ça. On ne va pas remettre en cause la décision, surtout si la société a déjà investi beaucoup d'argent pour développer ces logiciels. Nous ne pouvons rien faire par rapport à ça. Et donc, passer du temps à se plaindre ou de regarder pourquoi les logiciels sont aussi complexes, qu'est-ce qu'on fait pour faire que les logiciels soient moins complexes, n'est pas efficace. Donc, ce que nous voulons faire, c'est vraiment se poser des questions. Sur quoi est-ce que nous pourrions agir directement? Et par rapport au fait qu'on a besoin de mettre en place tout un pack de logiciels, la seule chose que nous pourrions faire, c'est de regarder comment est-ce qu'on pourrait apprendre plus rapidement et plus efficacement pour augmenter notre performance. Donc ça, c'est déjà un exercice très intéressant par rapport à tous les challenges que nous avons. C'est de faire la liste de tous les challenges, de les valider à titre individuel et collectivement parlant. Oui, c'est vrai que tous ces problèmes existent. Il y a toutes les conséquences négatives. Lesquelles est-ce que nous pourrions vraiment agir dessous? Okay. Et puis, la deuxième chose que nous allons faire, c'est de regarder comment moi-même, à titre individuel, je vais gérer ma réaction face au changement. Et puis, il y a une chose que nous allons apprendre, effectivement, c'est toutes les techniques d'écoute empathique et l'intelligence émotionnelle. Première chose, lorsqu'on a une réaction négative, que ce soit la colère, que ce soit la frustration, la tristesse par rapport aux changements, on va tout simplement demander à tout le monde de faire une pause et de respirer. Et puis, de vous donner le droit d'analyser et de, quelque part, formaliser ce que vous pensez, ce que vous ressentez. C'est-à-dire, on va vraiment, et je vais vous demander de le faire, de par rapport au changement, surtout pour ceux qui sont dans la zone de rupture, de lister toutes les émotions que vous ressentez par rapport à ce changement. Et ensuite, de réfléchir à votre réaction par rapport à ce changement. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Et donc, si je reviens aux différents qu'on a regardés, c'est ici. Est-ce que j'ai envie d'avancer? Est-ce que je suis en train de minimiser la réaction? Est-ce que je suis plutôt dans un mode d'attente par rapport à cette réaction? Est-ce que je suis en train de résister ce changement? Ou est-ce que j'ai envie d'arrêter? Est-ce que j'ai tout simplement envie de dire, laisse tomber, c'est une perte de temps totale. Donc ça, c'est les deux choses, effectivement, qu'on trouve qui sont très efficaces à faire dès le début. Et je vais vous demander de le faire maintenant par rapport au changement que vous avez identifié, même si vous n'êtes pas dans la zone de rupture, mais surtout si vous l'êtes, écrivez toutes les émotions et toutes les pensées que vous avez par rapport à ce changement
Et deuxième chose, d'identifier, et je vais remettre les pages avec les 5 réactions, la réaction que vous avez maintenant par rapport à ce changement. Donc, prenez une petite feuille de papier, listez effectivement les émotions, listez les pensées par rapport à ça, et ensuite, identifiez le type de réaction que vous avez par rapport à ce changement. Et une fois que vous avez fait ceci, posez-vous la question, est-ce que ma réaction est en train de m'aider à avancer par rapport à ce changement, ou est-ce que c'est quelque chose qui m'empêche d'avancer par rapport à ce changement? Donc, en effet, finalement, dans votre feuille, vous devez avoir la liste des émotions et les pensées, votre réaction par rapport à ce changement, et ensuite, votre analyse de l'efficacité de cette réaction par rapport à la situation actuelle. Donc, est-ce que je pense que cette réaction est appropriée vu le contexte ou pas? Donc, je peux avoir une réaction qui résiste, mais si je suis 100% convaincu que ce n'est pas un bon changement et j'ai besoin d'expliquer à la direction ou à la personne qui veut que je mette ça en place pourquoi ce n'est pas une bonne idée, et si vous êtes 100% convaincu, mais résiste n'est pas une réaction non efficace. Parce que vous êtes convaincu vraiment au fond de vous-même que j'ai besoin de convaincre les personnes de ne pas faire ce changement. Ça peut être, comme je vous ai dit, une réaction efficace. Cependant, si vous dites que c'est un changement qui est inévitable, de toute façon, il faut que j'y aille, résister, dans ce cas-là, est une réaction non efficace. Donc, ça, c'est vraiment les 3 choses. Vos pensées et vos émotions, votre réaction et votre analyse de l'efficacité de cette réaction par rapport à la situation et le contexte actuel. Une fois qu'on a fait cette première partie, on fait ce qu'on appelle un fiche de travail de changement. Et ça, c'est vraiment un outil pour nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise avec nos équipes. On va tout simplement lister qu'est-ce qui change, pourquoi est-ce que le changement se produit-il, alors, quels sont les facteurs qui ont conduit à ce changement, et est-ce que j'ai toutes les autres raisons du changement, et qui veut le changement. Et ces 3 parties-là sont très importantes parce que si on n'a pas toutes les informations ici, et surtout si on est manager et on nous demande de mettre en place ce changement, mais ça crée un plan d'action. Et le premier plan d'action, c'est d'avoir les réponses à ces questions. Et on va même, et ça c'est quelque chose qui est important pour vous de savoir, si jamais là je sors un peu de la partie formation et va vers la partie déploiement, on forme les managers qui suivent cette formation d'avoir l'obligation, donc le devoir, d'identifier les personnes au sein de la société qui peuvent répondre à ces questions. Parce que nous pensons que nous ne pourrions pas être efficaces en tant que manager pour mettre en place un changement, sauf si on est capable clairement de répondre à ces questions. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on est d'accord, mais au moins on a compris. Et on est toujours très surpris lorsque on travaille avec des sociétés en train de mettre en place des changements, le pourcentage de personnes qui n'ont pas vraiment compris pourquoi ils étaient en train de mettre en place des changements. On sait qu'on a besoin de faire quelque chose, mais la vraie analyse des facteurs positifs et négatifs de la situation actuelle, qui fait en sorte qu'on a identifié qu'on a besoin de changer, n'est pas toujours clair pour une grande partie des managers. Donc ça, c'est aussi un grand travail pour les dirigeants qui veulent mettre en place des changements, c'est d'être certains qu'ils sont en train de parler des conséquences positives et négatives de la situation actuelle qui a provoqué le changement. Et ensuite, ce qui est très important ici, c'est qu'on donne l'opportunité à chaque personne de réfléchir à fond et de formaliser l'impact de ce changement sur eux-mêmes, sur leur rôle, leur responsabilité, leurs compétences. Et qu'évidemment, on veut que les collaborateurs et même les managers qui remplissent cet outil puissent échanger avec leur chef par rapport à ça. Parce que ça, c'est la deuxième chose. On peut avoir toutes les bonnes raisons du monde pour mettre en place un changement au sein d'une société. On sait très bien que chaque personne au sein de la société réagit au changement par rapport à l'impact sur eux-mêmes à titre individuel. Et ça, c'est la première règle de gestion du changement. Vous pouvez communiquer un changement
à toute une équipe en même temps, mais vous avez besoin de gérer le changement personne par personne. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire, car chaque personne va être différente par rapport à comment tu vois le changement et l'impact qu'ils voient de ce changement sur leur vie. Donc après, effectivement, on va demander à chaque personne d'identifier dans quelle zone ils sont, quelle est leur réaction, et ensuite aussi réfléchir à comment est-ce que le changement, si c'est un manager, va aussi impacter le travail de leur équipe. Et quels sont les défis et les difficultés pour leur équipe. Et puis éventuellement, quelles sont les opportunités. Après, c'est très important lorsqu'on va gérer un changement, même par rapport à soi-même et pour les autres, de valider les conséquences négatives du changement. Il y a trop de personnes, lorsqu'ils essaient de gérer le changement, ils regardent tout le côté négatif de la situation actuelle et ils se centrent sur tous les avantages que l'équipe et les personnes vont avoir lorsque le changement est mis en place. Mais il faut savoir que la plupart des collaborateurs, lorsque nous annonçons un changement, ils réfléchissent à toutes les conséquences positives de la situation actuelle qui vont mettre mise en question, voire qu'on va perdre lorsqu'on met en place un changement. Et il y en a toujours des conséquences positives de la situation actuelle qui vont être impactées de façon négative. Et puis, il y aura toutes les conséquences négatives du changement. Et il y a toujours les conséquences négatives de chaque changement que nous souhaitons mettre en place, que ce soit pour nous-mêmes ou pour d'autres personnes. Un changement sans conséquences négatives n'existe pas. Donc, la vraie erreur qu'un manager pourrait avoir, c'est d'essayer de dire, vous êtes négatif parce que vous regardez les conséquences négatives ou que vous regardez tout ce qui est bien aujourd'hui. Vous n'êtes pas aligné. Il faut embrasser, il faut accepter, il faut valoriser la perception des personnes qui voient le positif qui va partir et le négatif qui va venir par rapport au changement. Parce que si on ne regarde pas ça au début, si on ne regarde pas avec nos équipes comment on pourrait faire pour surmonter ces challenges, on ne va jamais être capable de leur faire voir la partie positive. Donc ça, c'est la deuxième règle de gestion du changement. On regarde le négatif d'abord par rapport au changement. On regarde comment on fait pour minimiser, surmonter ça, avant qu'on regarde comment faire pour la partie positive. Okay? Et donc voilà, ça c'est juste tous les détails. Voilà, les facteurs signifient, je vais aller un peu plus vite parce qu'effectivement, donc ça c'est un travail qui est très intéressant pour nous aider à valider et à la fois nos pensées et puis comment on voit les réactions. Et comme je vous ai dit, ça c'est un super outil pour des managers faire avec les collaborateurs pour qu'on puisse vraiment parler de façon ouverte par rapport à comment tu vois le changement et comment tu vois les impacts sur leur bien-être et puis leur performance au travail. Si on arrive à faire cet exercice et on voit qu'effectivement, on voit que les avantages du changement et on a regardé comment il faut faire pour surmonter tous les barrières, tous les challenges, c'est là où on peut passer dans la zone d'adaptation pour préserver. Et donc là, effectivement, persévérer, pardon. Et donc là, effectivement, on rentre dans un monde un peu compliqué quand on va commencer des actions. Et on est dans le test et learn. Donc, tout le monde parle de test et learn comme si c'est quelque chose de superbe. Le test et learn peut être très compliqué. Et ça peut être aussi quelque chose de très frustrant. Donc, c'est comment faire pour permettre les personnes de faire des erreurs, de ne pas réussir tout de suite, sans pour autant que ça devienne quelque chose de tellement négatif qu'on perde effectivement la motivation vis-à-vis du changement. Donc, c'est toute cette notion de poursuivre des actions malgré la difficulté, l'opposition ou même les échecs. Et ça, c'est la deuxième chose par rapport à l'adaptation, c'est d'être prêt à se dire, je vais être obligé de confronter des réactions négatives, des frustrations, des difficultés. Donc, ça ne devient pas facile encore. Donc, on a deux zones qui ne sont pas faciles. Et c'est des zones qui demandent de l'énergie et de l'effort et du temps avec nous en tant que manager pour passer au-dessus. Donc là, je vous ai déjà parlé d'obstacles et donc on va couper les obstacles en trois catégories. Tout ce qui est A, c'est quelque chose qu'à titre individuel, je peux sauter dessus. Hein, c'est un petit barrière, mais pas de problème pour le régler. Mais on a aussi deux types d'obstacles que nous avons besoin de valider avec nos équipes et puis avec nous-mêmes. Ce qu'on appelle du sable mouvement. Ça veut dire que lorsqu'on marche, effectivement, on commence à tomber dedans. Ce n'est pas forcément grave tout de suite si on a de l'aide, parce que les personnes peuvent nous aider à sortir, mais on ne peut pas avancer seul par rapport à ça. Mais les personnes de mon équipe et mon manager direct sont souvent suffisants pour qu'on puisse sortir de ces mouvements. Et puis, on a des obstacles qu'on appelle des murs de briques. C'est des choses que nous-mêmes, nous n'avons pas la possibilité de régler ces problèmes seuls
sans l'aide des leaders qui ont un impact sur le budget, sur les ressources, sur effectivement des décisions qui sortent de notre cadre d'influence. Okay? Et c'est important qu'on puisse à la fois regarder tous les obstacles et puis de les catégoriser pour qu'on ne nous empêche pas d'avancer par rapport aux problèmes qu'on peut régler nous-mêmes ou avec d'autres personnes, mais qu'on demande de l'aide par rapport à des obstacles qui nous empêchent d'avancer. Donc, je ne vais pas vous faire, je vous ai demandé de commencer à réfléchir à tout ce qui pourrait vous empêcher. Et on ne va pas faire cette analyse maintenant, mais c'est normalement la partie qu'on fait par la suite pour aider les personnes à mettre en mouvement par rapport à tout ce qui les empêche d'avancer. Et donc là, il y a toute une partie des outils, quels sont les obstacles et comment est-ce qu'on pourrait le faire, qui sont les personnes que j'ai besoin de demander de l'aide lorsque c'est le sable mouvement, et qui est-ce que je vais aller voir par rapport à tout ce qui est un obstacle, qui est un mur de briques. Donc, encore une fois, lorsque vous mettez en place des changements, nous, on va former les managers à se dire, il y a des moments où vous-même, vous allez demander de l'aide à votre équipe, mais aussi à votre management. Donc, ça veut dire que tous les managers ont besoin d'être au compte du fait qu'on va mettre en mouvement des actions qui font en sorte que les gens vont venir vous voir pour demander de l'aide. La plupart des sociétés sont OK avec ça, mais c'est un vrai, lorsque vous formez beaucoup de personnes sur la gestion du changement, il y a beaucoup d'échanges par rapport à ces changements qui sont toujours provoqués par rapport à ça. Donc, ça nous permet effectivement de commencer à aller vers une nouvelle normalité où la performance commence à être là. Et normalement, on espère que c'est là où ça va créer vraiment une motivation positive par rapport au changement. Donc, ça, c'est un point très important parce que je l'ai déjà dit, mais je veux vraiment mettre l'accent dessus. Pour un manager qui veut mettre en place un changement, entre le point de status quo où on annonce le changement, on rentre dans la rupture, jusqu'au moment qu'on sort de la partie adaptation et on commence à avoir des résultats, on a surtout besoin de gérer des émotions négatives et des personnes qui sont en train de poser des questions. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Donc, c'est aussi communiquer que c'est vrai que la gestion du changement n'est pas facile et que ça va être quelque chose qui va créer la frustration à la fois pour vos équipes et éventuellement pour vous-même. Ça va vous demander de l'énergie. Et quelque part, c'est soulageant pour les managers qu'on leur dise très clairement, oui, on sait que la gestion du changement n'est pas facile. Et maintenant, vous avez un modèle qui vous montre très clairement, ben oui, la moitié du temps, c'est pas facile. Mais si on persévère, si on arrive à mettre en place des bonnes actions, on peut réduire ce temps. Et on peut avoir effectivement au moment où l'équipe commence à vraiment prendre goût au changement et nous-mêmes et qu'on commence à innover pour enfin commencer à avoir des bons résultats. Okay? Donc, lorsqu'on rentre dans la partie zone d'innovation, ce qui est important, c'est que la zone d'innovation, ça devait être un D apostrophe, c'est pas une zone où on cherche d'autres changements. C'est une zone où on cherche à aller plus loin avec le changement qu'on a déjà annoncé. Et c'est souvent ce qu'on voit comme résultat lorsque les équipes commencent à avoir un résultat qui est au même niveau que la zone de status quo au début, c'est qu'on dit, OK, c'est bon, on est plus ou moins au même niveau de performance, on peut faire d'autres choses. Et c'est exactement ce que nous ne voulons pas parce qu'on n'a pas créé la valeur ajoutée. C'est vraiment de se dire, OK, on commence à avoir des choses qui fonctionnent. Comment faire pour aller plus loin pour que ce changement ait un vrai impact sur nos performances, sur nos résultats? Okay? Et donc, c'est là où on a besoin de poser la question, quelles sont les opportunités, qu'est-ce que nous avons appris et quels sont les bénéfices qui sont possibles pour nous si vraiment on fait réussir ce changement au-delà de où ce qu'on en est aujourd'hui. Parce que pour nous, juste aller jusqu'au niveau du statu quo comme avant, ce n'est pas encore réussir le changement. C'est juste tout simplement être au même niveau. Mais n'oublie pas, si je reviens ici, on n'a pas récupéré les coûts pour l'instant. Donc, on ne peut pas parler d'un changement qui a réussi jusqu'au moment qu'on récupère tous ces coûts au niveau temps, énergie et tout ça, c'est un vrai coût financier, qui veut dire qu'on a besoin de monter au moins la moitié de la courbe de l'innovation. Ça veut dire qu'on a besoin de voir des résultats qui s'améliorent. Donc, on a besoin, encore une fois, de voir quel pourrait être maintenant qu'on a travaillé dur. On est en train de quand même travailler aussi bien qu'avant au niveau résultat. Ben, il y a un autre point de décision qui a besoin d'être pris, c'est que est-ce qu'on est prêt à aller plus loin? Est-ce qu'on pense qu'on peut vraiment commencer à booster la performance pour que ce ne soit pas juste un changement qui revienne au même niveau? Et je suis certain que vous savez que lorsqu'on avait analysé les résultats des changements, on voit qu'il y a effectivement des chiffres qu'on communique très souvent, et c'est confirmé. On voit que 3/4 des changements ne va pas surpasser le status quo lorsque l'on les met en place, ce qui veut dire qu'il y a un coût sans bénéfice. Donc, comment on fait pour transformer les 25% autant que possible à plus pour vraiment avoir un vrai avantage par rapport à ce changement?
Donc ça, c'est vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail, cette partie-là, c'est souvent la partie un peu la plus facile à faire avec les équipes. Mais ça vous donne une idée un peu ce qu'on fait à titre individuel pour à faire en sorte que les personnes vont effectivement deviennent partie prenante. Si vous-même, vous avez des questions par rapport à tout ça, et ça, si ça vous semble intéressant de regarder les changements tels que nous avons présentés. Mais c'est une super question par rapport à la partie, une alliance, une acquisition, ou qui a en effet, ou même juste on a deux équipes qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui ont besoin effectivement de commencer à créer la confiance et de travailler ensemble. Et donc, ça, c'est la réponse à ma question. Je pense qu'il y a deux axes importants lorsqu'on a des gens qui ont besoin de travailler ensemble. Il y a une partie qui est la gestion du changement, et une autre partie, c'est la gestion de la partie confiance. Et on a une autre solution qui s'appelle diriger à la vitesse de la confiance, qui parle de ce que nous avons besoin de faire à titre individuel et collectivement parlant. Quels sont les comportements qui créent la confiance? Et moi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y a des mélanges de personnes dans les deux sociétés ou les deux groupes qui puissent faire des analyses ensemble. Ce qui est très important, par exemple, il y a un super exercice à faire, j'ai parlé à haute voix, mais de tout simplement prendre un paperboard et de noter la situation actuelle et mettre un plus, plus, plus et un moins, moins, moins. Et demander à toutes les personnes de remplir le plus, plus, plus et le moins, moins, moins par rapport à la situation actuelle. Donc, c'est-à-dire avant l'alliance, avant le merger, les deux équipes. Qu'est-ce qui va super bien par rapport à la situation actuelle? Et vraiment, vraiment confirmer ça. C'est une sorte qu'on va reconnaître que c'est vrai, il y a des bonnes choses qui se passent déjà aujourd'hui avant cette alliance et que les gens aiment bien leur travail, les gens avec qui ils travaillent. Et puis, éventuellement, noter par la suite les conséquences négatives de la situation actuelle. S'il y avait un merger, il y a forcément des raisons. Peut-être les coûts sont trop importants, peut-être les gens ne travaillent pas de façon efficace. Il y a forcément des raisons pour lesquelles on a décidé de faire ce changement. Donc, quelles sont en effet les conséquences négatives de la situation actuelle? Et puis, faire la même chose par rapport au merger et l'acquisition. Quelles vont être les conséquences négatives? Commence avec ça d'abord. L'inquiétude, la difficulté, apprendre à travailler avec de nouvelles personnes. On va avoir des outils qu'on ne connaît pas. On va éventuellement choisir les outils d'une société à l'autre. Tout ça, c'est très important d'effectivement regarder tout ça pour ensuite poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour minimiser ou éliminer tout ça avant de commencer à regarder les avantages. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je vois que Josiane a posé la question, qu'est-ce qu'on fait quand on reste indécis sur le point de rupture? Normalement, ce que nous avons besoin de faire, ça veut dire qu'on a besoin de vraiment comprendre le pourquoi du changement. Donc, ça veut dire être certain qu'on va interroger les personnes qui sont derrière le lancement du changement, si c'est quelqu'un d'autre, ou sinon vraiment d'analyser nous-mêmes pourquoi on a besoin de changer ou pas. Et une fois que nous avons besoin, ou nous avons pu faire ça, vous avez raison, il y a une deuxième partie qui est moi-même, est-ce que j'ai envie de faire partie ou pas? Et d'accepter que tu as certaines émotions, et puis de lister pourquoi je ne veux pas faire partie du changement. Et est-ce que ces réactions-là sont quelque part des réactions par rapport à un peur qui est l'inconnu, ce qui veut dire que ça pourrait passer bien comme ça pourrait moins bien passer, ou est-ce qu'il y a des réactions négatives par rapport à une situation actuelle que vous ne voulez pas vivre? Parce que quelquefois, être indécis veut dire que vous êtes sur le point de dire non à une décision que vous ne voulez pas vraiment prendre. Donc, ce n'est pas forcément négatif d'être indécis, juste être certain que vous savez pourquoi vous êtes indécis. Alors là, je vois une question par rapport à la transformation, par rapport au changement. À la transformation, effectivement, il y a tout un autre enjeu parce que normalement, est-ce que vous parlez de transformation collective ou individuelle? Est-ce que je vois, c'est Hardy, que vous avez posé une petite question. Collective, oui. Donc là, il y a toute une autre situation parce que normalement, les enjeux sont même plus importants et que le changement est même plus important. Et en plus, il y a un vrai enjeu collectif. Donc là, par rapport aux transformations, en effet, les outils restent les mêmes. Cependant, le besoin de préparation et de travail pour communiquer sur la transformation sont plus importants, mais aussi, déjà lorsque nous sommes en train de lancer la transformation, on a besoin de faire un vrai travail pour vraiment regarder pourquoi on a besoin de changer, pourquoi la transformation est nécessaire, mais encore une fois, de valider toutes les conséquences négatives de la transformation et d'avoir ces discussions avec les équipes, de leur permettre de dire, il y a plein de choses qui vont être compliquées, il y a plein de choses qu'on va perdre, il y a plein de choses qui ne vont pas bien marcher, qu'on a besoin de regarder et de valider avec eux pour qu'ils soient prêts éventuellement à regarder la transformation.
Donc là, je pense, quand je regarde la plupart des managers qui font des erreurs, c'est qu'ils espèrent avoir en effet ce que j'appelle le fantasme de gestion de la transformation. C'est qu'ils espèrent qu'ils peuvent faire une super présentation PowerPoint, qu'ils peuvent tout simplement expliquer pourquoi ils ont besoin de transformer. Ils attendent que les collaborateurs et les équipes s'alignent parce que la logique est tellement bien. Et je dirais, tout ça, c'est important. On a besoin d'avoir vraiment notre, ce qu'on appelle le cap au changement de façon nickel. Mais vous avez besoin aussi de préparer, en effet, le point de vue de toutes les personnes qui sont résisteurs. De ne pas uniquement valider, mais les meilleures transformations que j'ai vues, gérées par des dirigeants à très haut niveau, ils avaient fait une liste de toutes les conséquences négatives qui étaient même plus longues que ce qu'ils pensaient les personnes dans la salle lorsqu'ils annonçaient ça. Donc, comme ça, vous validez le fait que vous êtes bien préparé, vous avez réfléchi à tout ce qui va aller difficilement, tout ce qui va être compliqué, toutes les choses qu'effectivement on a besoin de minimiser pour que cette transformation crée la valeur. Une transformation est forcément, comme vous avez vu, une journée qui est un peu difficile. Acceptez ça, validez ça, dites ça aux équipes, êtes honnête et transparent par rapport à ça. Et laissez les équipes s'exprimer par rapport à ça. Et puis, évidemment, avec vos managers, vous avez besoin de pousser la notion que lorsqu'il y a une transformation, s'il n'y a pas des conversations individuelles entre managers et collaborateurs par rapport à ça, vous n'allez pas développer l'engagement. Donc, c'est vrai, ça demande beaucoup de travail, mais c'est ça. C'est à un niveau global. Il y a une vraie communication, une acceptation de tout ce qui est négatif par rapport à la transformation. Et puis, il faut mobiliser les managers pour qu'ils vont gérer les collaborateurs à titre individuel, une à la fois. Et c'est vrai, c'est chronophage.